c'est ce que me disait Mauro Buglino ici, qui a traduit pour le Vatican bon nombre d'ouvrages, et il me disait qu'effectivement, beaucoup de ces textes, les textes anciens, l'Ancien Testament, etc., évoquent des chariots de feu, des soucoupes, parce que ça a été représenté également dans certaines peintures lointaines. Projetez-vous 2000, 3000, 4000 ans en arrière, où ils n'ont pas toutes les connaissances d'aujourd'hui, loin de là, où l'homme voyage quasiment pas du tout, où son univers est restreint à peu près aux 100 km qui l'entourent. Et il voit tout à coup arriver ces lumières et ces êtres étranges en descendre, donc oui, il ne peut les prendre que pour des dieux. C'est toujours très troublant de voir des gens du passé qui n'avaient pas de référence décrire ce qu'ils ont vu. Vous avez cité l'Ancien Testament où il y raconte qu'il a été enlevé par un chariot de feu, brillant d'un feu ardent. Donc on se rapproche aisément d'une navette qui enlève les humains, tout comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui ne fait plus l'objet d'un livre sacré. Le texte complet d'ailleurs est très semblable au récit contemporain, mais avec les systèmes de référence en y fait l'époque. Un chariot égale un ovni. Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Depuis que l'homme est sur cette planète, il ne cesse de regarder le ciel et d'y voir des lueurs étranges qui sont peut-être les signes d'autres civilisations qui viendraient d'ailleurs. Au fil du temps, les avancées technologiques et scientifiques nous ont permis de filmer et d'étudier le phénomène OVNI. Car si les extraterrestres existent, ils ont besoin de véhicules pour venir jusqu'à nous. Des objets volants non identifiés qui posent question. Quels sont leurs moyens de propulsion? Vont-ils plus vite que la lumière? Au vu des distances parcourues, pour venir jusqu'à nous, il est facile d'imaginer qu'ils n'utilisent pas la même énergie que celle de nos fusées pour voyager à travers l'espace. Et surtout, la question fondamentale reste, qui sont-ils? Une autre pose question, pourquoi viennent-ils nous voir? Lueur céleste, c'est inédit, sur BTLV avec Olivier Bernard. Olivier Bernard, bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur BTLV. Bonjour Bob, merci, moi aussi je suis ravi d'être là. Heureux parce que j'ai parcouru votre ouvrage, bien évidemment, qui sort aux éditions du Panthéon et qui balaye finalement toute l'ufologie depuis que l'homme est sur cette planète jusqu'à aujourd'hui. Et c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé dans cet ouvrage. Et d'ailleurs, la première, et vous commencez très très vite avec cela, c'est le fait qu'on ne puisse pas détacher le phénomène OVNI de la croyance et donc de la religion. Ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà évoqué dans un ouvrage précédent. Pourquoi ce lien pour vous ? Alors déjà, l'ouvrage précédent n'existe plus. Ah, c'est dommage. Puisque j'ai... Oui, non, c'est pas dommage, parce qu'en fait, c'est son grand frère, on va dire. Ah, d'accord. Considérant que l'ouvrage précédent n'était pas assez abouti, n'était pas assez recherché à mon sens, j'ai fait en sorte qu'il n'existe plus. Il doit encore rester quelques livres d'occasion quelque part, mais j'espère qu'il n'y en a plus. Voilà, donc effectivement, j'ai orienté les lueurs célestes dans ce sens, puisque c'est indissociable de la religion. Les lueurs célestes, c'est d'ailleurs le nom, je ne l'ai pas donné par hasard, puisqu'on a pris ces êtres venus d'ailleurs qui émettent une forte lumière pour des dieux depuis toujours. Des dieux depuis toujours. Alors, et quand on s'arrête sur les textes sacrés, divins que vous mentionnez dans l'ouvrage d'ailleurs, on ne peut qu'imaginer que ce sont effectivement plus des extraterrestres que des êtres qui seraient des descendants de Dieu ou des enfants de Dieu, bien que peut-être que c'est Dieu qui les ait créés aussi, si on y croit. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, quand on regarde un petit peu les textes anciens, l'Ancien Testament, etc., tous les vieux. D'ailleurs, c'est ce que me disait Mauro Buglino ici, qui a traduit pour le Vatican bon nombre d'ouvrages, et il me disait qu'effectivement, tous ces textes, enfin beaucoup de ces textes, évoquent des chariots de feu, des objets presque, des soucoupes, parce que ça a été représenté également dans certaines peintures lointaines, presque plus effectivement des engins, des extraterrestres que des dieux, comme après la religion finalement les a décrits. Vous dites, on peut considérer que ce ne sont que des extraterrestres. Oui, de notre point de vue d'aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais projetez-vous 2000, 3000, 4000 ans en arrière, où ils n'ont pas toutes les connaissances d'aujourd'hui, loin de là, où l'homme voyage
quasiment pas du tout, où son univers est restreint à peu près aux 100 km qui l'entourent. Donc, il voit tout à coup arriver ces lumières et ces êtres étranges en descendre. Donc oui, il ne peut les prendre que pour des dieux. Moi, je suis persuadé que, et d'ailleurs, vous l'avez dit, on le retrouve dans tous les textes religieux, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit les textes indiens, tibétains, ils sont absolument partout. Alors pourquoi, Olivier Bernard, aujourd'hui, le dossier OVNI, il est un peu écarté? Or, pas par la religion, parce que j'ai encore lu il n'y a pas longtemps les propos d'un religieux de haut rang qui disait « S'il se présente, je suis prêt à les baptiser ». Donc ça, on voit bien sûr l'intérêt que ça pourrait apporter à la religion. Mais effectivement, pendant longtemps, malgré tout cela, malgré toutes les peintures pariétales, malgré tous les récits, tous les témoignages que l'on peut voir ou lire mentionnés dans ces textes sacrés, on a mis de côté cette possibilité d'une vie extraterrestre. C'était le pape qui avait dit ça, il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il était prêt à les baptiser s'ils arrivaient. Oui, ça a été redit là, il n'y a pas longtemps par encore un archevêque, je crois. Ouais. Tout à fait, et puis même d'ailleurs le Vatican est très impliqué dans l'histoire. D'ailleurs, je le dis dans le livre, par l'intermédiaire du Père Founès et l'Observatoire du Vatican. Mais pourquoi le cacher? Mais c'est très simple en fait, je l'explique aussi pourquoi à la fin, surtout à travers les médias et la religion également, c'est quand l'information elle est gênante, comme la divulgation d'une rencontre ou d'un témoignage d'observation d'engin, on la dissimule, on la camoufle, on la déguise en autre chose. Et ce principe, il est valable depuis longtemps, pour tout ce qui dérange. L'ordre voulu est établi, qui est appelé la désinformation. Il est facile de comprendre à ce titre pourquoi il y a tant de secrets sur les ovnis, car si on révèle officiellement l'existence des ovnis, particulièrement avec la remise en cause de la Bible et des dogmes religieux d'une façon générale. Vous voyez à peu près quelle sera l'étape suivante. Un affolement, une panique dans un premier temps, une saisie du phénomène à des fins militaires, des cris aux tromperies, des exaltations, des craintes exacerbées, bref, une guerre mondiale. Sauf Olivier, moi je suis toujours moins... Alors ça c'est l'argument qu'on me donne à chaque fois, je me dis ça va être provoquer un cataclysme, sauf si ces entités sont suffisamment puissantes pour nous mettre d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que disait, ce qu'avait dit, je crois, Reagan, je crois, lors d'un discours officiel aux Nations Unies, je crois qu'il avait dit, si jamais les extraterrestres venaient à vouloir nous envahir, au moins on deviendrait tous terriens, on serait plus russes, français, américains. Si on est face à une civilisation qui est puissante, parce que de toute façon, c'est ce que je disais en tout début dans mon discours, dans mon préambule, si elle est suffisamment puissante pour venir jusqu'à nous, c'est qu'elle a des technologies absolument incroyables, donc elle a la possibilité peut-être de nous rendre très vite très sages, vous voyez ce que je veux dire. Et si eux se montrent puissants, mais sympas, en disant, écoutez, on va vous permettre d'évoluer, vous avez la sensation que malgré tout cela, malgré toutes les hypothèses que j'évoque, il y aurait une panique, il y aurait quand même une peur de la part du peuple terrien, je dirais. Ces êtres sont manifestement, de toute façon, d'où qu'ils viennent et qu'ils soient, sont manifestement de toute façon beaucoup plus avancés. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ce que vous dites, ça voudrait dire que ils pourraient nous mettre d'accord. Alors, ça passerait, d'après ce que je comprends, par le biais de l'intimidation ou par le biais d'une guerre. C'est ce qu'on fait nous, déjà. Voilà. C'est ce qu'on fait nous. Et voilà. Et j'allais y venir. Et le propre de l'homme, qu'est-ce que c'est le propre de l'homme? Et depuis la nuit des temps, et encore et toujours aujourd'hui, c'est de se méfier de ce qu'il ne connaît pas, c'est d'en avoir peur. Et quand il a peur de ce qu'il ne connaît pas, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Il pose des questions après. Alors effectivement, au regard de leur technologie, on pourrait croire qu'ils pourraient vite nous mettre à genoux, ça ne poserait aucun problème, mais est-ce que ça serait la bonne solution? J'en suis pas sûr. Il y avait un film que vous mentionnez d'ailleurs dans l'ouvrage et que j'ai adoré, qui n'est pas un film qui a eu un énorme succès auprès des amateurs de science-fiction, c'est Premier Contact. Bonjour, aujourd'hui ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser. Vous avez des nouvelles à partager? 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr. Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant? Y compris maintenant? Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Prêt?
Ouais, ça va bien se passer. On fait quoi maintenant? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. Combien? Avec nous, ça fait 12. Il n'y a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays. Comment peut-on s'assurer de leurs intentions? Il faut qu'on y retourne. Je crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Offrir arme. Pas besoin d'un interprète pour savoir ce que ça signifie. Je suis pas certaine qu'il sache faire la différence entre une arme et un outil. La Chine vient de menacer de détruire leur coque. Quoi qu'ils fassent, la France et la Corée suivront. Ça pourrait déclencher une guerre mondiale. On doit parler aux équipes des autres sites et travailler ensemble. On a 15 heures avant qu'ils ne déclenchent une guerre totale. Est-ce que tu rêves dans leur langue? Je sais pourquoi ils sont là. Nom de Dieu, à quoi elle joue? Vous me faites confiance? Parce qu'effectivement, Premier Contact, c'est pas Armageddon ou tous ces films, vous voyez, où je sais pas, Independence Day où les extraterrestres se battent contre nous. C'est vraiment ce qui pourrait éventuellement se passer. C'est-à-dire que demain, il y a une civilisation qui arrive. Vous soulevez deux problèmes. Alors, vous l'avez mentionné. On voit bien que dans ce film, c'est les Chinois qui décident d'attaquer en premier, qui veulent absolument les détruire parce qu'ils s'en méfient. Et puis, il y a surtout le problème du langage. J'avais reçu ici, il y a pas mal de temps, à la sortie du film, la Canadienne qui a imaginé le langage que l'on voit dans le film. Et effectivement, la question, c'est comment des gens pourraient dialoguer. Vous mentionnez ça, parce que comment on ferait pour parler aux extraterrestres? Et oui, tout à fait, c'est un problème qu'on se pose peu. Hein. Parce qu'on se dit, magnifique, ils sont super développés, ils sont super évolués, ils en savent plus que nous, mais rien ne nous dit déjà, d'une, qu'ils vont nous comprendre, et rien ne dit que nous, on va les comprendre. Alors, comment on va communiquer? On le voit dans Rencontre du troisième type, avec des faisceaux de lumière, avec du son, avec des notes de musique. On le voit dans plein de films. On se pose la question comment communiquer, parce que c'est pas le tout de devoir les rencontrer. Il faut aussi se comprendre, et ça va encore être une autre histoire. Donc on peut imaginer que les mathématiques, puisque vous en parlez également, c'est un langage, les mathématiques, c'est un langage universel. Les maths sont partout dans le monde. A priori. Oui, ils sont à peu près partout dans le monde, en tout cas sur ce que l'on en connaît. Donc on peut imaginer que les mathématiques seraient un moyen de communiquer. Alors peut-être les mathématiques seraient un moyen de communiquer, mais à condition également qu'ils aient les mêmes références mathématiques. Oui. Parce que vous savez, le Minitel et Internet, ce sont deux moyens de communication, mais ils se comprennent pas. Effectivement. Je voudrais revenir sur avant d'imaginer le contact absolu, parce que visiblement, eux, d'après ce que l'on voit dans le ciel, d'après les dernières vidéos que l'on peut visionner, qui ont été déclassifiées par l'US Navy, authentifiées par le gouvernement américain, il y a des choses dans le ciel qui posent question, ça c'est évident. Malgré tout, ça remonte à loin. Il y a j'ai adoré dans votre bouquin, il y a un chapitre des textes religieux ambigus. 500 ans avant Jésus-Christ, la vision d'Ézéchiel. Je vais la lire parce que c'est génial. C'est la plus probante, oui. Oui, j'étais en exil avec mes frères à Babylone, près du fleuve Kébar, quand le ciel s'est ouvert. Un vent violent est venu du nord avec une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Un éclat étincelant sortait du milieu du feu. Au centre, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Ils étincelaient comme du bronze poli. C'est-à-dire qu'on est 500 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est quand même... Et ce qui est fabuleux, en fait, dans tous ces récits divins, sacrés, on les appelle comme on veut, bibliques, etc., c'est qu'en fait, il n'y a pas de référence encore à l'époque. Aujourd'hui, quand quelqu'un voit une soucoupe volante, il l'a vu au cinéma. Quand il voit un petit gris, il l'a vu dans toutes les représentations de magazines, les photos, etc. C'est ça qui est fort. Et dans tous les extraits que vous mentionnez, on est face à des gens qui, il y a quelques milliers d'années,
ont été face à des phénomènes qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils ne connaissaient pas, dont ils n'avaient aucune référence, et qui ont pu les décrire. C'est en cela où je trouve qu'on balaye très très vite d'un revers de la main la possibilité qu'on ait été visité, et notamment la sphère scientifique a du mal à l'accepter. Quand on lit ça, on se dit mais ils n'ont pas pu inventer. Vous voyez ce que, alors, certains vont dire oui, mais regardez, Jules Verne, il a bien inventé des choses qui n'existaient pas, ou Léonard de Vinci, vous voyez, il a inventé des choses qu'il ne connaissait pas. Malgré tout, là, c'est très précis, c'est-à-dire que le ciel s'ouvre, il y a des personnages avec des elfes. Enfin, c'est toujours très troublant de voir des gens du passé qui n'avaient pas de référence décrire ce qu'ils ont vu. Ben, absolument, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on peut aisément dire, on a vu un disque d'aluminium qui faisait tant de large, de circonférence et qui brillait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces références-là, donc ils le décrivaient, et ce, dans tous les textes, quelle que soit la religion, avec leurs références de l'époque. Vous avez cité l'Ancien Testament, où il y raconte qu'il a été enlevé par un chariot de feu, brillant d'un feu ardent. Donc on se rapproche aisément d'une navette qui enlève les humains, tout comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui ne fait plus l'objet d'un livre sacré. Le texte complet d'ailleurs est très semblable au récit contemporain, mais avec les systèmes de référence en effet de l'époque. Un chariot égale un ovni. Oui, c'est ça. Et en fait, on s'aperçoit que déjà à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les abductés. Déjà à l'époque, il y avait les abductés, absolument. On le voit également dans le récit de Sodome et Gomorrhe. Alors, oui, allez-y. Non, je voulais juste dire où ils voulaient juste prendre des femmes qu'ils trouvaient à leur goût. Ils se reproduisaient avec, ils en prirent quelques-unes et ils détruisaient ensuite le site. Pour faire court. C'est un peu les travaux également d'Anton Parks, que vous connaissez j'imagine également, qui travaille sur les tablettes sumériennes, et dans ces tablettes sumériennes, et sur ces tablettes sumériennes, d'après ce qu'il a pu en déduire, et ce que l'on peut lire, c'est qu'effectivement, il y a eu une intervention, il y a eu d'ailleurs une possession de la femme humaine, telle qu'on la connaît, par ces entités venues d'ailleurs, donc il y a eu une hybridation. Et après, il y a quelque chose qui va très très vite aller dans ce sens-là, c'est que on sait que notre cerveau a grandi, voilà, et il est passé de 500 grammes à 1400 grammes, donc voilà. On sait qu'il y a une avancée technologique assez puissante. Vous diriez, vous aussi, vous êtes enclin à croire qu'il y a eu une intervention peut-être extraterrestre sur l'évolution de l'humanité et pour arriver à l'homme que l'on est aujourd'hui ? Alors moi, je suis beaucoup plus darwinien, par contre, dans cette approche, à savoir que je pense qu'effectivement, comme vous dites, le cerveau s'est développé considérablement, le cerveau humain, mais ça, c'est grâce aux protéines, à la viande qu'on a commencé à manger en plus grande quantité, au fait que l'homme est curieux de nature, aussi, qu'il s'est levé, qu'il s'est déplacé, qu'il a voulu toujours voir plus loin, toujours voir plus haut, et qu'ensuite, il a commencé, entre tribus, à communiquer, à échanger ces informations jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, c'est une évolution, moi, que j'ai un peu plus darwinienne. Mais pour en revenir au texte religieux, il y a un mot qui est dans la Torah, qui est dans la Bible et qui revient sans cesse et qui est très très important, c'est Elohim. Et ce mot est partout. Et qu'est-ce qui signifie ce mot ? Parce que moi, à force de lire des choses et voyant Elohim apparaître partout, je me suis posé la question. Et en fait, les commentateurs de la Bible nous ont accoutumé à le traduire en français par Dieu, au singulier. Mais alors que non, pas du tout. Le mot hébreu Elohim, c'est un pluriel. C'est le pluriel de Eloah. Elohim signifie donc ceux qui venaient du ciel, les célestes. Mais à l'époque, la retranscription au pluriel dérange. Pour établir une religion monothéiste, donc on a dit Dieu. Oui, et puis effectivement, il ne faut pas oublier quand même que les textes ont été maniés, remaniés, et qu'au fil du temps, on y a apporté des choses. Il y a un passage très anthropologique dans votre bouquin, puisqu'effectivement vous parlez de l'homme qui passe du stade animal à l'alimentation hyperprotéinée, donc le cerveau grossit, il prend conscience de la pluie, du feu, il prend tout ça, il prend conscience. Est-ce que vous diriez que finalement il faut d'abord se recentrer sur nous, sur ce que nous sommes, pour comprendre ce qu'ils sont ? Il faut se concentrer sur nous, sur ce que nous sommes, effectivement, pour comprendre comment on a évolué, comment on a grandi. Tout ça a pris des milliers et des milliers d'années. Si eux ont manifestement la capacité de voyager à ce que je suppose être la vitesse de la lumière ou bien supérieure, ce qui fait que le temps ne compte plus trop, nous, par contre, ça a été très long. Notre évolution a été très longue. Donc, il faut revenir en arrière, il faut revenir à l'essentiel, à ce que nous étions, comment l'homme les a découverts, comment eux nous ont découverts, comment ils sont venus nous voir, comment ils sont venus voir notre évolution, à savoir qu'ils nous observent peut-être comme une colonie de fourmis, comme nous le
faisons, ou comme nous le faisons nous aussi avec les animaux que nous connaissons. On connaît les dauphins, on connaît les baleines, on connaît tout ça, mais pourtant on continue de les observer. Donc pourquoi ne ferait-il pas pareil? Ils nous connaissent depuis toujours, ils nous ont vus quasiment à quatre pattes, ils nous ont vus nous redresser, ils nous ont vus construire des civilisations, et ils regardent comment tout ça évolue. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur Nick Pope, vous savez, qui a travaillé pour le ministère de la Défense britannique et qui étudiait officiellement pendant un temps le phénomène pour les Anglais, qui maintenant est chercheur indépendant et qui disait que les extraterrestres, ils sont tellement évolués qu'ils ne viendraient pas nous voir parce qu'en fait, en raison et notamment de Poutine, qui est un guerrier qui voudrait annexer l'Ukraine à la Russie. Donc j'ai trouvé ça un peu gonflé et un peu fort de café. Parce que je disais, moi, en fin d'article, que s'ils sont suffisamment intelligents pour venir nous voir, ils ont plus de puissance que ça, ils outrepasseraient les... Et je ne suis pas certain qu'ils viendraient en premier nous contacter. On a une civilisation qui est celle des fourmis, qui est aussi bien organisée que celle des terriens, et c'est peut-être avec eux qui prendraient, ou avec elles qui prendraient contact. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a toujours la sensation qu'ils viendraient nous voir, mais s'il faut, ils se sont aperçus qu'ils allaient peut-être parler aux baleines, qu'ils allaient peut-être parler à d'autres vivants. Parce que quand on voit, par exemple, les objets aquatiques non identifiés que l'on peut observer aujourd'hui, on peut imaginer qu'ils sont en contact avec d'autres vivants. Que nous sur la Terre. On a toujours la sensation qu'on est les plus forts, mais peut-être qu'on a bien compris qu'on n'était pas forcément les plus forts. C'est quelque chose qu'il faut envisager aussi. On n'est pas certain qu'ils viennent pour nous. On peut peut-être imaginer qu'ils ont trouvé sur la Terre d'autres espèces qui pourraient plus les intéresser, non ? D'autres espèces, des végétaux, des minéraux, l'eau en elle-même, effectivement, mais ça c'est le propre de l'humain, absolument, de toujours tout rapporter à lui, je suis le plus beau, je suis le plus fort, et rien n'est supérieur à moi. C'est une erreur absolue, effectivement, il est tout à fait possible que si nous d'ailleurs nous avions la capacité d'aller sur d'autres planètes et qu'on découvrait de la vie, on ne s'intéresserait pas qu'aux plantes. Oui, j'imagine on pourrait peut-être même s'intéresser à l'énergie, aux matériaux. On a dit que d'ailleurs les dieux du passé, Enlil, Enki, s'intéressaient à l'or. On dit toujours que peut-être que les extraterrestres viendraient chercher des minéraux sur la Terre, etc., qu'ils n'ont peut-être pas chez eux. Il y a quelque chose aussi qui est très intéressant. Je parlais effectivement de toutes ces représentations bibliques qui font mention de ces êtres venus du ciel. Il y a aussi dans des grottes partout. Et là, c'est bien plus vieux que ces représentations bibliques. Ça remonte à moins 73 000 ans, moins 80 000 ans. On a des dessins, et là encore, c'est encore plus fou, d'objets qui ressemblent vraiment, ou d'êtres qui ressemblent vraiment à ce qu'on appelle des extraterrestres, quoi. Oui, c'est ça, vous citez il y a 73 000 ans, et encore, je suis sûr qu'on va faire encore d'autres découvertes qui sont sans doute même encore plus vieilles. Il y a la grotte de Blombos en Afrique du Sud, qui est antérieure au dessin précédemment réalisé par l'homme, d'au moins 30 000 ans, c'est énorme. Alors, en Espagne, en moins 22 000 et moins 19 000 avant Jésus-Christ dans la grotte d'Altamira aussi, mais pas que. Il y a Cougnac en France. Moi, je suis persuadé que le modèle de la préhistoire sur laquelle on se repose est totalement erroné, en fait. Vous avez la sensation qu'en fait on est à côté, que ce qu'on se raconte et pas la bonne histoire en fait. Ce qu'on se raconte n'est pas la bonne histoire, puisqu'on commence à découvrir en ce moment des fossiles qui sont bien plus vieux que Néandertal et Sapiens. Et ils sont classifiés comme étant des humanoïdes. Donc on se repose sur une histoire totalement erronée, et exclure cette histoire extraterrestre est aussi également complètement erroné, mais bon, on l'a dit au début de l'émission, on comprend bien pourquoi. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un accord peut-être de passé entre certains terriens? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu, parce que comme vous le disiez, à un moment donné, ça peut déstabiliser l'ordre social que l'homme a mis en place sur la planète. Alors, à tort ou à raison, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu un accord entre des extraterrestres qui auraient dit, bon d'accord, on vous laisse faire, et on viendra vous voir de temps en temps, parce qu'on vous a foulé un petit coup de pouce, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a très peu d'interactions aujourd'hui entre les ovnis et les hommes. Certains, ils disent avoir été contactés, avoir discuté avec eux. Mais c'est vrai qu'on a la sensation qu'ils nous observent comme s'ils venaient regarder un petit peu leur dessin. Voilà, on a fait ça et on voit comment ils évoluent. On peut imaginer qu'il y a eu un deal ? On peut aisément l'imaginer, et c'est même quasi sûr, je dirais, puisqu'ils sont venus tellement de fois sur Terre qu'il est impossible qu'il n'y ait pas eu une rencontre rapprochée d'un être vivant humain, d'un être vivant extraterrestre. Bien sûr qu'il y a eu certainement des accords, et moi je suis même persuadé qu'ils sont quelque part bien enfouis.
ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce que l'on a dit sur Eisenhower, par exemple, qu'il avait eu un contact aussi sur une base secrète, qu'aujourd'hui encore, les gens savent. Et vous dites à juste titre qu'ils sont peut-être planqués même sur cette planète à des endroits d'une profondeur abyssale, quand on voit les objets qui vont dans l'océan. Ou encore, il n'y a pas longtemps, je faisais une émission avec François Garigeau sur les ovnis en Antarctique, et dans les années en 65, il s'est passé des choses incroyables en Antarctique, plein d'observateurs météo, plein de scientifiques, plein de militaires ont vu des objets pendant le printemps et l'été 65. Sur la base en Argentine, une base argentine, en Antarctique, absolument dingue. Et on se dit qu'on a souvent évoqué, rappelez-vous, l'amiral Byrd, qui est allé en Antarctique également pour une expédition, qu'on est revenu un peu bouleversé. On a la sensation que s'ils sont là, ils sont peut-être planqués dans des contrées comme celle-ci ou au fond de nos océans. Mais l'Antarctique serait une planque, comme vous dites, absolument parfaite, comme les abysses de nos océans. Il faut savoir qu'on connaît mieux l'espace que le fond de nos océans. Ouais, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc pour eux, ça serait absolument parfait. Et d'ailleurs, à ce sujet, au Palais Topkapi, il y a des cartes qui sont datées de 1532, qui sont très très troublantes, puisqu'elles représentent les continents vus du ciel. Donc déjà en 1532, c'est étonnant. Mais le plus étonnant, c'est pas ça. C'est que l'Antarctique est présente sur ces cartes, alors qu'il n'a été exploré pour la première fois qu'au XIXe siècle. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant que vous mentionnez dans le bouquin. C'est-à-dire que comment des gens ont pu décrire des régions de la Terre avant même qu'ils aient été découvertes. Au XVIe siècle. Et la carte au Palais de Topkapi est absolument impressionnante de précision, et il y a l'Antarctique dessus, alors que personne n'y avait posé le pied encore à cette époque-là. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses qui sont étonnantes. J'ai noté des choses. Il y a aussi à Istanbul, donc voilà, c'est ça, cette représentation qui est absolument dingue. Il y a aussi en France, à Angers, des étranges vaisseaux volants se manifestent au siège de la ville d'Angers par Charles de Le Chauve. Cet événement est consigné dans les annales de Fude, c'est ça c'est ça. Confident et éminence grise de Charles II. C'est-à-dire qu'il y a plein de mentions dans votre bouquin qui sont passionnantes, parce que là, c'est des éléments tangibles qui sont des faits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. C'est mentionné. En Italie, à Valco Monica, il y a de nombreuses fresques historiques, mais certaines représentent sans ambiguïté des dieux étranges avec des casques surmontés d'antennes. C'est sans ambiguïté. C'est-à-dire que c'est ça qui est fou. Alors moi, encore une fois, moi je suis journaliste, donc je mets tout au conditionnel, mais dans tous les cas, et pourtant en tant que journaliste, quand on a un fait, on se dit tiens, on a une preuve absolue. Et ces preuves-là, ces dessins-là, ces rapports-là, on les met un peu de côté et on n'y croit pas. Moi, ça me rend... On le met sur le dos du folklore. C'est une peur, vous pensez, Olivier Bernard? C'est la peur qui met ça qui fait que l'homme met ça sur le folklore? C'est la peur et la religion. L'homme est attaché à sa religion depuis des centaines et des centaines d'années, et il dit non, ça c'est pas possible, c'est des élucubrations humaines. Oui, mais Olivier, oui. Je suis d'accord avec vous à 100%, mais je suis pas d'accord en l'homme. L'homme, il croit en un dieu. On est 87%. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus de mal, mais 87% de la population mondiale croit en un dieu qui est extraterrestre. Donc déjà, et sans l'avoir vu, c'est-à-dire qu'on croit à ça. Moi, c'est ce que je pose toujours à ceux qui me disent les ovnis, c'est du bidon. Je dis, tu crois à Dieu? Oui, tu l'as vu? Non. Alors, c'est pas plus fou de croire aux ovnis qu'à un dieu qui nous aurait créé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je comprends pas, c'est que mais vous vous rendez compte que le président américain va rentrer et prendre ses fonctions en jurant sur la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un texte, je ne veux pas blasphémer parce qu'il y a des gens qui sont croyants, mais sur un Dieu qu'on n'a jamais vu. Vous voyez? Alors, on croit en un Dieu qu'on n'a jamais vu, on a du mal à croire à des ovnis, et alors qu'on voit quand même pas mal, parce qu'il y a plein de témoignages. Il y a plus de témoignages de gens qui ont vu des ovnis que la Vierge ou Dieu. Hein. On est d'accord. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à propos de la Vierge, par exemple, d'observation extraterrestre. Mais vous savez, Dieu, c'est philosophique, c'est théologique, c'est spirituel. J'oserais dire, ça vous touche pas directement, ça fait pas de mal. C'est Dieu, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Parce que quand Dieu est muet, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. C'est très pratique, c'est facile, c'est spirituel et c'est loin de nous. Tandis un extraterrestre, tout de suite, dans l'esprit des gens, ça a une forme bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il me veut? Il va vouloir m'envahir, il va tout me prendre. Vous voyez, il y a cette notion qui est complètement différente, même si je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Mais dans l'esprit humain, en tout cas celui qui est croyant,
Eh ben Dieu, en tout cas, il est plus rassurant. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé également dans votre bouquin, Lueur Céleste, c'est le fait que vous revenez sur ces grands édifices archéologiques qu'on a évoqués plein de fois sur BTLV, que ce soit l'île de Pâques, que ce soit les pyramides. Oui. Beaucoup disent que ce seront peut-être des vestiges d'édifices, en tout cas que ces édifices ont été peut-être soit des machines, soit des lieux de communication, d'extraterrestres, d'être venus d'ailleurs. C'est quelque chose aussi qu'il faut envisager, vous ? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager, en effet, puisque on a vu, il y a des gravures également dans ce sens, qu'il y a des vaisseaux en forme de pyramide. En tout cas, pour les premiers, il y a quelques milliers d'années, ouais. ils avaient cette forme-là. Et donc, je me suis dit, oui, c'est vrai que les pyramides d'Égypte posent encore beaucoup de problèmes, beaucoup de mystères. Et j'ai étudié le cas de Gizeh, par exemple, pour ne prendre qu'elle. Il est peu probable que des blocs de pierre, je l'écris dans le livre, de plusieurs tonnes, aient été amenés sur des rondins de bois de fragiles dattiers, parce qu'à l'époque, sur les bords du Nil, près de Gizeh, il n'y avait que des dattiers qui poussaient. Et les dattiers ne sont pas en mesure de supporter des blocs de pierre de plusieurs tonnes. Et il est encore moins probable de les avoir montés à plusieurs centaines de mètres de haut, sans grue. Donc, je me suis livré un petit calcul. Je suis pas un grand mathématicien, ça m'a pris quand même un petit peu de temps, mais ça valait le coup, parce que si on prend 20 000 ouvriers qui travaillent au rythme effréné de 20 blocs soulevés, traînés par jour, cela prendrait 664 ans sur 30 générations. Ouais. Donc, à titre de comparaison, le déplacement du temple d'Abou Simbel, en vue de la construction du barrage, lui a demandé 3 ans avec le concours de 100 nations. Avec les technologies modernes. Donc moi, j'attends toujours qu'on m'explique comment les Égyptiens faisaient 30 siècles auparavant pour ne serait-ce qu'apporter à travers le désert des obélisques de 400 tonnes. Oui, de toute façon, c'est toutes les questions soulevées par les chercheurs indépendants, parce que l'archéologie classique, elle a décidé que c'était les Égyptiens en 25 ans et terminé, au revoir. On peut plus discuter. Non. Effectivement, c'est plus complexe que ça. C'est pas possible, et c'est pas le plus surprenant à propos des pyramides, d'ailleurs. J'en parle également parce que si on prend Khéops et qu'on divise par 2 fois sa hauteur, on obtient exactement le chiffre pi. Le chiffre pi a été découvert par un Hollandais à la fin du XVIe siècle. Donc c'est QFD. Ouais. Là aussi, ça pose beaucoup de questions. Comment avait-il le savoir ? Comment avait-il la connaissance ? Parce que finalement, c'est la vraie puissance, la connaissance, et visiblement, ces êtres qui ont bâti ces édifices l'avaient, un peu comme quand on se penche sur l'île de Pâques, on se dit qu'est-ce qu'ils sont venus faire là ? Pourquoi à 4000 km de n'importe quelle côte, ils sont venus avec des barques pour faire quelque chose et qu'ils ont fait des statues qui ressemblent à tout sauf à des humains. C'est ça aussi. Donc ça, c'est toujours de surcroît. Et puis en plus, au regard de la population qu'il y avait à l'époque de ces statues, c'est pas possible. Il n'y avait pas assez d'hommes. Oui, il n'y avait pas assez d'hommes pour les faire, pour les creuser, pour les soulever, et on le voit bien. Il y a en France aussi, vous le dites, entre 17 000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ, grotte de pêche Merle dans le Lot-et-Garonne. On y voit clairement la représentation, la peinture en rouge, d'un personnage aux yeux bridés et à la grossette ronde et dépourvue d'oreilles. Là, on est dans le petit gré, c'est-à-dire qu'en fait, il est là, et on est 17 000 ans, c'est ça, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, on se dit, mais comment le mec a pu décrire ça, quoi ? Ah oui, non mais tout à fait. Mais en France, il y a énormément de sites. Saint-Jean-d'Acé sur la nationale 138, à la Ferté-Massé-Lavenay, Ballon, Montiviac, Cassis, Corbillac, puis Muin. Il y a eu des observations en 54. Vous connaissez cette année, qui est absolument très très riche en termes d'observations. Il y a des traces absolument partout dans le monde. Il y a même en Amérique du Sud une statuette qui a été jalousement gardée. J'ai regardé cette vidéo à peu près une douzaine de fois pour vraiment être sûr que mes yeux ne me trompaient pas. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un cosmonaute casqué et qui semble actionner une manivelle et qui appuie sur une pédale. Ça a des milliers d'années. C'est un cas, c'est Maya. C'est quand même quelque chose d'assez fou, quoi. Puis après, on fait un bond dans le temps. En 2014, ce qui est beaucoup plus proche de nous, sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, il y a un astronaute qui a vu du plancton marin collé sur les hublots.
sur la station spatiale. Mais comme il est relativement exclu, à mon sens, qu'ils aient pris leurs petites pattes pour venir se coller à 400 km de hauteur depuis la mer, il n'y a qu'une seule solution quant à leur provenance, à mon sens. C'est vrai que c'est toujours très troublant tous ces faits. Alors, vous parlez des astronautes, on a fait bon nombre d'émissions aussi sur les astronautes, et notamment avec Jean-Claude Sidoun il n'y a pas longtemps, sur tous les ovnis vus et observés par ces astronautes qui étaient dans le ciel et qui ont tous, beaucoup, en tout cas, leur rapporté, vu des choses assez étranges. Pourquoi, Olivier Bernard, les États-Unis figurent toujours en bonne position sur le phénomène OVNI? On a toujours la sensation que si les extraterrestres débarquent, c'est aux États-Unis. Que s'ils veulent parler à quelqu'un, c'est avec les Américains. Pourquoi les Américains sont si présents dans ce phénomène OVNI? C'est une fausse sensation, puisque comme on vient de le dire et comme on vient de le démontrer, la présence extraterrestre, elle est un petit peu partout dans le monde. Seulement, voilà, peut-être parce que les Américains communiquent plus, peut-être aussi parce que leur présence spatiale est plus importante que la nôtre ou que n'importe quel autre pays. On connaît tous la guerre qu'il y a eu, enfin le concours qu'il y a eu avec l'URSS et la Chine sur la conquête spatiale, marcher sur la Lune, etc. C'était une petite guerre qui se sont tous livrés, c'est les Américains au final qui ont gagné. Donc à ce titre, ils sont beaucoup plus présents, ils ont une plus grosse légitimité. Mais non, ça n'arrive pas du tout plus aux États-Unis qu'ailleurs. D'ailleurs, il y a eu ce cas que vous connaissez au Brésil il y a 2 ans, je crois. Oui, et puis surtout, vous parlez de communication, c'est vrai que les Américains sont des communicants, ils adorent communiquer, ils n'hésitent pas à communiquer. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on a un organisme quand même officiel, que vous mentionnez aussi dans le bouquin, c'est le GEPAN, qui dit rien. C'est-à-dire que là, on voit ce qui s'est passé, par exemple, depuis 2017, on voit les vidéos déclassifiées par le gouvernement américain, authentifiées, et le GEPAN ne dit rien. Autant le GEPAN au début était vraiment formidable parce que c'était vraiment une véritable révolution, et d'ailleurs le premier jour de mise en ligne du site il a explosé. Mais autant je trouve maintenant qu'ils se reposent un petit peu sur leur laurier. Alors, volontairement ou pas, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas les budgets suffisants alloués. En tout cas, ils semblent pas donner l'importance qu'ils devraient donner. Ils n'ont pas beaucoup de budget, effectivement. C'est une petite officine. Malgré tout, je pense que prendre la parole aurait pas fait de mal, vous voyez, à ceux et ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue français, parce que on a quand même une conquête spatiale. Je vous rappelle que James Webb, si vous voulez, il a été balancé par l'Ariane. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est quand même le plus grand télescope aujourd'hui terrestre. Le plus gros budget, c'est Ariane qui l'a balancé. Donc, on a une conquête spatiale européenne qui est pas certes humaine, mais en tout cas, elle est technologique. Donc, ils auraient pu au moins parler de tout cela. Et c'est un peu dommage, effectivement, qu'ils ne prennent pas la parole sur ce sujet. Il y a quelque chose qui pose question sur toujours, et je le disais en tout début dans mon introduction, c'est la propulsion. Aujourd'hui, avec la théorie de la relativité, Einstein a démontré qu'on ne pouvait pas aller plus vite que 360 000 km/s, je crois que c'est ça, la vitesse de la lumière. Voilà. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on pourrait atteindre peut-être avec la fission, avec le nucléaire, peut-être 10% de cette vitesse un jour. Malgré tout, d'autres, comme Jean-Pierre Petit, etc., disent qu'on peut aller plus vite que la lumière. Ah ben c'est pas exclu, de toute façon on disait au début du train qu'il ne pourrait pas dépasser les 40 km/h, sinon l'homme en mourrait. Donc moi je dis que dans le domaine de la science, rien n'est exclu. Einstein était certes un des plus grands physiciens, des plus grands génies qui ait existé sur cette Terre, il nous en a appris beaucoup, mais d'autres vont suivre, et on commence déjà à dépasser cette vitesse dans des accélérateurs. On voit que cette vitesse est déjà dépassée, donc on peut aller au-delà de la vitesse de la lumière, on commence à le voir. Mais vous savez, la science et la technologie, en fait, ils résolvent des problèmes, mais elles en créent d'autres, qu'elles ne savent ni maîtriser ni énoncer. En fait, c'est comme si à chaque progrès scientifique correspondait une part de peur. Peut-être faudrait conclure que la volonté absolue, en fait, de maîtrise scientifique des choses, des événements, entretient avec le monde de l'irrationnel des liens en fait plus étroits qu'on ne le croyait. Donc il faut laisser faire. On va y arriver, on va trouver, mais oui, je suis persuadé que de toute façon, rien n'empêche d'aller plus vite que la lumière, puisque eux le font. Il y a une race extraterrestre qui se montre assez régulièrement, c'est les petits gris. C'est-à-dire que il y a moins 12, moins 17 000 ans, vous le disiez, en France, une représentation de ce petit gris, ses yeux en amande, sans oreilles, etc., etc. Lui, visiblement, il est très intéressé par la Terre, puisqu'il vient régulièrement. D'autres disent qu'il y a des grands blonds, etc. Vous envisagez aisément le fait qu'il y ait plusieurs... parce que si vraiment il y a beaucoup de races, beaucoup d'espèces extraterrestres,
qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Parce que je vais vous dire une chose, on en a des descriptions d'extraterrestres, ils sont souvent identiques, mais il y a des différences, donc on intéresse énormément. Alors oui et non. En fait, vous voyez, je suis comme vous un petit peu. Moi, je suis pas journaliste, mais j'aime les faits. Et d'ailleurs, vous avez pu voir dans le livre que ce n'est que des faits. Ouais. Et que quand je ne suis pas sûr, je dis peut-être. Oui, il n'est pas exclu qu'il y ait plusieurs races. Il y a bien plusieurs races sur Terre. Donc pourquoi il n'y aurait pas plusieurs races chez eux également, soit sur une même planète, soit sur des planètes différentes. Après, est-ce que ce sont des grands blonds, est-ce que ce sont des petits gris, ce qui font 1m80 ou ce qui font 1m12? Là, je suis beaucoup plus prudent. Parce que moi, déjà, je dis, ok, quand on me dit ça, j'ai eu de vives discussions sur des groupes Facebook que j'ai instamment quittés, parce que les gens avancent des choses, mais en fait, ils n'arrivent pas à aller plus loin. Je dis, mais tu les as rencontrés, tu les as vus, tu as pris l'apéro avec, tu as fait une photo bras dessus, bras dessous? Bah non. Alors comment tu peux dire? Pareil, on affiche toute une concession, comme une concession automobile, de vaisseaux extraterrestres. Alors moi, ok, il y a le cigare qu'on connaît tous, il y a la pyramide, il y a la soucoupe, ça c'est d'accord, mais qu'on en rajoute 30 autres, je dis, mais ça sort d'où? Voilà, donc moi j'aime les faits. Oui, il est tout à fait probable qu'il y ait plusieurs races. C'est bien le cas sur Terre. Quel poids on peut allouer au témoignage? Le témoignage, le problème, c'est que... Alors, il est très particulier, parce qu'effectivement, lors d'un meurtre, si vous êtes témoin du meurtre, votre témoignage peut envoyer quelqu'un à la chaise électrique dans certains États américains. Il n'y a pas longtemps encore, on lui coupait la tête en France, avec votre témoignage. Aujourd'hui, quand on a un témoin qui dit avoir vu un ovni, qui dit avoir rencontré, ou pas pris l'apéro, mais en tout cas avoir été enlevé ou emmené dans un vaisseau, on est suspicieux. Comment vous expliquez ça encore ? Alors au niveau des abductions, moi j'en ai retenu que 3, vous l'avez vu, qui me paraissent absolument crédibles. Pour les autres, il faut faire absolument attention, puisque j'ai découvert qu'effectivement les cliniciens, les médecins ont observé qu'il y avait en fait des phénomènes de vision troublée, de troubles psychiatriques, qui étaient aussi associés à ça. Il faut faire très attention. Comment croire? Moi, je pars du principe qu'il faut partir du principe que chaque personne dit la vérité. Après, il faut l'interroger, la réinterroger plusieurs fois, dans le temps, de différentes façons. Et si le témoignage est toujours le même, et s'il dit toujours la même chose, et puis surtout, la façon d'être, la façon de témoigner, s'il est troublé, etc., vont donner des indications. Il ne faut pas partir du principe que la personne dit des bêtises tout de suite. Moi, j'adorerais avoir cette chance. Je ne l'ai jamais eu. Mais comment je réagirai le jour où ça arrivera? On ne le sait pas. Donc, il faut être prudent et à la fois ne pas partir dans le scepticisme absolu. Oui, il faut avoir du discernement, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, c'est ce que fait souvent le CERO France, qui étudie ces cas d'abduction avec des psychologues. On dit, attention, il y a des affabulateurs, il y a des mythos, il y a des gens qui sont psychiatrement pas bien, et puis il y en a d'autres qui, force est de constater, disent des choses qui sont assez troublantes. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut envisager ces phénomènes. Vous savez, il y a quelques mois, je recevais ici... Seth Shostak, qui est le patron du SETI, quand même, donc, que vous mentionnez dans votre ouvrage, et on est en duplex, et il me disait, bon allez, dans les 5 à 10 ans, on va découvrir la vie ailleurs. Mais lui parlait d'une vie bactériologique, biologique. Ils ont du mal quand même à envisager. Et tout cela par les signaux radio. C'est vrai qu'effectivement, et vous les mentionnez dans votre ouvrage, les signaux radio, quand on les balance, il faut 50 ans pour qu'on ait une réponse. C'est-à-dire que voilà, et on n'est pas très très loin. Donc nous, finalement, on envoie, je sais que pour un anniversaire du WoW par le SETI, je crois que la NASA a renvoyé un signal ou quelque chose dans l'espace. Oui, tout à fait. C'est peine perdue presque pour nous. C'est-à-dire que s'ils ne viennent pas nous voir, nous, on n'a aucune possibilité d'aller les contacter. C'est peine perdue pour nous, pour vous, pour moi aujourd'hui. Mais pour les générations futures, non, effectivement. Parce que la radioastronomie n'existant que depuis 1930, ça signifie que le temps passé par l'espèce humaine à rechercher de possibles civilisations extraterrestres est encore très court dans le temps. Oui, si on le compare à la durée d'existence d'une civilisation telle que nous les connaissons. Et puis, il y a autre chose. Il ne faudrait pas exclure que le fait, pour entendre une civilisation tant attendue, je le disais aussi tout à l'heure, on en parlait en début d'émission, ça implique que la civilisation extraterrestre, émettrice du signal, dispose de technologies au moins similaires, ou sinon supérieures. Je le disais tout à l'heure, le Minitel et Internet sont 2 moyens de communication, mais ils ne se comprennent pas, par exemple. Vous voyez ? Donc, à défaut de recevoir de nombreuses communications, il y a plusieurs messages, vous l'avez dit, qui ont été envoyés de la Terre vers d'hypothétiques destinataires.
Le 5 février 2008, par exemple, pour célébrer les 50 ans de la NASA, on a envoyé un message vers l'univers contenant un succès des Beatles, Across the Universe, bah oui, évidemment. Explorer 1, voyageant à la vitesse de la lumière, lui, le message arrivera affaibli dans 430 ans, donc au milieu du 25e siècle. Donc oui, nous on sera plus là. Oui, ça c'est évident. On pense toujours, en fait, effectivement, quand on pense toujours aux extraterrestres comme des gens avancés et plus forts que nous, technologiquement. Mais on peut imaginer que dans l'univers, il y a aussi des civilisations qui sont moins avancées que nous, technologiquement. Bien sûr, et le directeur du SETI a tout à fait raison, puisque cette vie n'est pas forcément un être qui se tient sur ses deux jambes, parle, exprime un langage et pense et anticipe. Ça peut être des plantes, ça peut être un animal à l'état primaire. La vie peut se manifester de bien différentes façons. Sur Terre, c'était de la vie bactériologique, c'était un neurone, des 2 neurones au début. Bon, il y en a qui sont restés 1 ou 2 neurones quand on regarde des fois Internet, donc on se dit qu'il y en a il y en a qui n'ont pas bougé. Qu'est-ce que vous espérez finalement quel est l'espoir d'Olivier Bernard aujourd'hui quand on écrit Lueur Céleste? On se dit voilà, je fais un constat, je m'appuie sur des faits, des éléments tangibles, je vois qu'il y a des anomalies, parce qu'en fait, votre bouquin, ce qui est génial, c'est que c'est une succession finalement d'anomalies qui pose question. Vous dites là, il y a un truc, ça pose question sur la possible vie venue d'ailleurs. Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui s'est passé en 2017, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et que le rapport rendu par le Pentagone au mois de juin, on en a fait une émission ici, une spéciale énorme, et la suite qui devrait arriver, avec cette officine qui a été montée récemment, cette nouvelle officine concernant ce dossier, avec Avril Haines, la chef du renseignement américain, qui dit qu'il faut prendre au sérieux ces objets qui croisent au-dessus des navires américains au large des côtes californiennes, et qu'il faut surtout envisager qu'ils soient peut-être exogènes, pour ne pas dire extraterrestres. Est-ce que tout cela va dans le bon sens, et vous pensez que le dossier n'a jamais été aussi vif? Alors moi je pense qu'il faut faire attention justement, puisque j'ai vu que l'année dernière, vous avez lu mon livre, vous m'écoutez depuis tout à l'heure, vous savez que j'y crois, il n'y a pas de problème, je ne nie pas. Mais moi, j'aime les faits, et pour croire, il faut vraiment que j'ai de la matière. Et je pense qu'il faut faire très attention, et j'en parle à la fin du livre, dans le côté médiatique, il faut faire attention à la désinformation. Parce que je pense que tous ces triangles lumineux qui ont été vus et qui ont été filmés sont des objets militaires pour la plupart, à mon sens. Nous savons qu'il y a un bombardier en forme de triangle dont le nom exotique et technique m'échappe. Voilà, tout à fait, qui vole de façon tout à fait silencieuse et qui échappe au radar. Oui, mais comment expliquer, Olivier Bernard, que si c'est un engin américain, parce que c'est-à-dire que les Américains eux-mêmes s'observeraient, s'espionneraient, c'est-à-dire que les Américains, avec un objet qui n'est pas encore officiellement en vol, pourraient leurrer la Navy américaine? Alors, ils ne s'observent pas eux-mêmes. Là, vous êtes justement en plein dans ce qu'ils veulent, à savoir dans la désinformation. Ils vous donnent beaucoup d'informations, ils vous donnent beaucoup d'images, ils vous donnent des films, et ils vous disent « Ah ouais, il y a peut-être un truc, là, regardez. Là, franchement, on va peut-être étudier le truc, parce que là, on se dit quand même que c'est bizarre. » Mais quelle est la meilleure façon de dire ça que de cacher un engin militaire qui serait super performant? Et tout le monde plonge. Donc non, moi c'est pas un petit triangle lumineux vert qui va me faire croire que c'en est un. Il m'en faut un petit peu plus, et je pense que c'est de la désinformation militaire. Ils savent très bien faire, les États savent très bien faire. Donner beaucoup d'informations et dire ah ouais là il y a peut-être quelque chose, c'est parfait. C'est tout ce que les gens attendent. Mais non, justement, attention, soyons beaucoup plus prudents. Donc, quelles sont mes attentes? Moi, mon attente, c'est qu'il y en ait un qui se pose dans mon jardin et que je sois pétrifié, que j'aille le voir. Voilà. Et que je dise bienvenue mon gars, mais ça fait des années que je t'attends. Viens, de toute façon, a priori, tu lis dans mes pensées, donc tu sauras que je te fais pas de mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette humanité devienne mieux et que vous nous aidiez à tous aller mieux? Et puis alors, il y a quand même une chose, moi, si j'étais extraterrestre, je débarquerais en France. On mange bien, on boit bien, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce serait plutôt sympa par rapport à notre pays. Donc voilà. Non, mais je reviens, pour revenir un peu plus à des choses sérieuses, je reviens sur ce que vous dites et finalement, la poudre aux yeux de tous ces éléments qu'on pourrait nous jeter. Je dis ça parce que récemment, Louise Elizondo, qui a été le premier à balancer au New York Times les vidéos de l'US
l'US Navy et a parlé. D'autres se sont dit inquiets de la mise en place justement du bureau officiel d'études du phénomène par le Pentagone en disant on va repartir pour 60 ans de secret, 70 ans de secret. C'est-à-dire que vous avez la sensation finalement qu'on nous a donné un peu un os à ronger et hop, un peu comme avec le Blue Book, on repart à zéro et vous n'aurez pas d'informations pendant 70 ans. C'est ça, c'est ce que j'ai averti, c'est les personnes que j'ai averties sur les groupes Facebook. Je me fais pas beaucoup d'amis, mais c'est pas grave, je suis assez cartésien dans le domaine. À savoir qu'effectivement, je pense qu'on a donné un os à ronger. J'ai dit aux gens, calmez-vous, vous n'aurez aucune révélation. Parce que le lien ovni, alien, Bible, religion, il a toujours été ridiculisé, discrédité, utilisé, mystifié. Et la secte de Raël y a énormément participé, et on l'a dit en début d'émission. Pourquoi ? Parce que ça remettrait en cause le dogme religieux, qui est très très puissant, qui génère des milliards et des milliards à travers le monde. Les États, je vous en parle même pas. Ces politiques veulent garder leur pouvoir et avoir la mainmise sur les nations. Voltaire le disait déjà en 1765 dans son dictionnaire philosophique. Voltaire en parlait. Il disait « Je comprends le scepticisme des uns et la crainte des autres, car des preuves, des révélations extraordinaires risquent d'avoir un impact énorme sur l'avenir. » Donc vous voyez, déjà au 18e, Voltaire le disait, et aujourd'hui rien n'a changé. Donc je pense qu'il faudrait qu'on ait des dirigeants qui soient un petit peu plus ouverts et qui disent « Allez, on va arrêter un petit peu de se moquer des gens, on va peut-être un petit peu leur dire qu'il y a autre chose. » Mais là encore, on marche sur des braises. Parce qu'il y a encore derrière la religion. Et ça va faire s'écrouler des croyances depuis des millénaires. Et les gens vont dire, mais ça fait des millénaires, depuis que je suis né, je crois. Depuis que je suis né, je fais des offrandes. Je donne à l'église, je donne ceci, je fais des offrandes. J'aide le prêtre, je participe au caté. Et là, vous me dites que tout ça est faux ? Mais en fait, j'ai peur que ça finisse mal. Mais ce que je trouve hallucinant de la part des croyants, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ce n'était pas parce que des extraterrestres débarquent que la réalité de la religion, en tout cas sa foi, va être ébranlée. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y ait... Enfin, si Dieu existe, il n'a pas créé que les terriens, vous voyez ce que je veux dire ? Donc si Dieu existe, il y a un créateur absolu. Il a mis la vie un peu partout. Et c'est le même Dieu. Même si on croit, nous, et qu'on lui a donné une image, qu'on lui a donné une consistance du corps, de la viande, on peut imaginer peut-être que les extraterrestres du bout de l'univers lui ont donné une autre image. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est là où je suis un peu surpris par finalement la crainte que tout s'effondre. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que moi, je serais à la place de... Bon, je suis pas du tout religieux, mais si j'étais à la place des religieux, je dirais voilà. C'est quoi ? S'il débarque, ça prouve la puissance de Dieu. Ça veut dire que Dieu a créé la terre, la vie sur la terre. Il a créé. Après, la vraie question, et je pense que le vrai problème, c'est Dieu a créé l'homme à son image. Alors effectivement, si on voit des petits gris avec pas d'oreilles et des gros yeux, on se dit « Oula, Dieu, il est un peu bizarre ». Donc c'est peut-être ça. Mais voilà, moi j'ai du mal à croire que ça pourrait tout ébranler. Mais tous les observateurs le disent, donc c'est peut-être moi qui suis à côté. Hein, donc voilà, mais et je vous laisse en tout cas le penser et l'écrire parce que vous le mentionnez dans votre bouquin. On va terminer avec un fait très important, parce que dans quelques jours, j'aurai Donald Schmitt en interview, qui est un spécialiste, qui a été un grand enquêteur du MUFON, etc., et qui est un spécialiste de Roswell. Il va revenir sur Roswell, sur les témoignages, sur des choses qu'il a trouvées, encore une fois. Ça fait 75 ans quand même, hein, Roswell, c'est pas d'hier. On rappelle les faits, en juillet 47, un paysan voit dans son champ quelque chose qui ressemble à un crash de quelque chose. Voilà, l'armée tout de suite arrive sur place et va dire qu'on a récupéré les débris d'une soucoupe volante. Quelques heures plus tard, ce n'est plus ça, c'est des moguls, des ballons métaux, etc. On voit qu'il y a une panique, etc. Bon, Roswell, pour vous, je sais que vous parlez de Pierre Lagrange dans le bouquin, que j'ai reçu ici plusieurs fois. Ouais. Lui n'y croit pas. Vous y croyez à Roswell ou pas ? Moi, j'y crois, mais je crois plus à ça. Il y croit, Pierre Lagrange, je suis étonné qu'il n'y croyait pas. Non, il démonte tout. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait 2 émissions ici. Il est vraiment... Il dit qu'en fait, Roswell, c'est plein d'histoires qui ont créé l'histoire de Roswell. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plein de témoignages. Et qu'en fait, avant 1980... on n'en parle pas de Roswell. C'est-à-dire que ça fait pas beaucoup. Hein. Vous voyez, on part très très vite. Lui, il a du mal. Il est très suspicieux quant à Roswell. Hein. Mais c'est exactement, oui, c'est tout à fait ça. Je me suis reposé sur ce qu'il a dit, en effet, puisqu'il y a eu un documentaire, il a dû vous en parler sur Arte, en septembre 2017, qui a été diffusé, où il a été interrogé. Ouais. Mais en fait,
la version des faits qu'ils ont donnée n'était pas tout à fait celle que lui avait dit. Ils avaient fait un montage, en fait, vraiment qui allait dans un autre sens. Certaines de ses réponses avaient été découpées, détournées pour le faire aller dans le sens choisi, quoi, ce qu'il a évidemment pas du tout apprécié, on peut le comprendre. Et entre autres, une exactitude. Il parle de l'influence de la science-fiction, Pierre Lagrange, qui est tout à fait exact, mais la science-fiction était encore assez balbutiement, hein, même si George Orwell avait fait déjà des siennes. Mais... oui, et puis il y a tous les pulp magazines quand même, qui au début du siècle dernier existaient aussi, déjà, donc aussi. voilà. Tout à fait. Donc il dit que tout cela est faux et approximatif. Moi je pense que le phénomène Roswell a bien existé, c'est d'ailleurs de là que tout est parti, mais c'est vrai que le livre qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Roswell est sorti en 1980, comme vous l'avez cité. Tout le monde à l'époque avait oublié qu'il s'était passé quelque chose en Roswell en 47. Ça a duré 2-3 jours, cette agitation. Et puis après, on est passé à autre chose. Il y a eu la guerre froide. Les Américains, les Russes avaient beaucoup d'autres occupations, bien plus importantes et stratégiques. Et c'est le livre de 1980 qui a tout relancé. Effectivement. Donc vous pensez quand même qu'il y a quelque chose autour de Roswell, qu'on aurait peut-être récupéré des cadavres comme d'humanoïdes, comme on l'a dit, comme d'ailleurs Donald Schmitt me le dira dans l'interview, parce que quand je lis son Witness to Roswell, effectivement, il dit, lui, qu'il y a des gens qui ont vu des choses assez incroyables. Mais non seulement il s'est passé quelque chose, parce que Einstein s'est rendu à Roswell. Donc Einstein ne s'est pas déplacé pour rien sur le site quand même. Mais c'est pas sur la grosse base que tout le monde veut envahir qu'il s'est réellement passé quelque chose d'après les enquêtes que j'ai faites. C'est sur une base qui est derrière une petite colline qui est à quelques kilomètres. Elle est à côté, c'est pas loin, c'est la zone 51, c'est la même chose, mais elle est à quelques kilomètres. Il faut contourner une colline, c'est une dizaine de kilomètres je crois, et là il y a une plus petite base qui est essentiellement souterraine, il n'y a pas grand-chose à l'extérieur, et c'est là qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Parce que dès 1920, Einstein, il soupçonnait que la vie extraterrestre intelligente était réelle, et que le contact était possible. Et il s'est déplacé, il a été invité à aller sur la base, à l'époque. Alors la base dont vous parlez, c'est Wright-Patterson, c'est ça? C'est la petite base, et c'est le hangar 18, c'est là où il y aurait eu effectivement la récupération d'objets. Et c'est là qu'il y a plus de choses. Ouais, c'est là. Oui, tout à fait. Oui, et Einstein ne se serait pas déplacé pour rien avec tout son staff. Et Bob Lazar aussi d'ailleurs a fait des révélations dans ce sens. Alors lui aussi, c'est la problématique que l'on a avec Bob Lazar. Moi j'adore ce personnage et j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Controversé aussi, c'est-à-dire que le problème c'est que voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais on voit quand même que ce dossier, il est intéressant, il a quand même du corps. Et c'est ce qui est le plus intéressant, effectivement. On voit aussi... il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, on voit aussi l'intérêt des Américains, on voit le grunge, le grudge, pardon, le Blue Book Project, etc. On voit qu'il y a eu quand même des officines. Et là, on en a une qui est encore créée. Olivier Bernard, je voudrais vous remercier d'être venu nous parler de ces lueurs célestes. Magnifique bouquin que vous allez pouvoir, bien sûr, vous procurer avec le lien qu'on va mettre à disposition lors du replay du podcast. Merci infiniment d'être venu. Ça a été un vrai plaisir. On ne se connaissait pas. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Vous êtes ici le bienvenu pour cet ouvrage. En tout cas, bravo. Et mille merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie, Bob. Au revoir.